Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement organisé par le réseau des alumni SSP. C'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux, même par ces périodes estivales. Pour rappel, la vocation du réseau, je vais juste passer la slide. Pour rappel, la vocation du réseau est celle de favoriser les échanges entre toutes et tous les diplômés de la faculté. Et l'événement de ce soir s'inscrit pleinement dans cette démarche de renforcement de liens avec, en prime, une contribution au débat public, ce qui demeure une marque de fabrique de nos formations. Laissez-moi vous raconter comment est né cet événement et vous dire tout d'abord que notre invité de la soirée, Gaspard Kuhn, est un diplômé de la faculté, avec une licence en sciences politiques obtenue en 2005, lorsque l'Anthropole qui hébergeait la faculté à l'époque s'appelait encore le BFSH2, voire le B2. Avec Gaspard, nous nous sommes croisés sur le campus, puis au début des années 2000, à l'occasion d'un événement de la Sopol, Sofer, un café politique, organisé par cette association qui réunit les diplômés des sciences sociales et des sciences politiques. Les années passant, nous nous sommes réjouis de le retrouver aux 19h30 comme correspondant à Washington pour les RTS, et puis à plusieurs reprises, nous avons tenté de l'inviter pour qu'il vienne partager ses expériences sur le campus, pour des événements liés à l'actualité comme ce soir, ou pour partager des conseils avec nos jeunes étudiants. Mais l'impossibilité de synchroniser nos agendas a rendu tout cela impossible. Impossible jusqu'à ce début d'année où, en apprenant sa nouvelle prise de fonction, nous avons pu relancer ces échanges, définir la thématique et mettre en ligne de mire le bilan des 100 jours de Donald Trump. Je dois dire que nous avons eu la chance que l'actualité récente nous a été particulièrement favorable, du point de vue de l'impact médiatique tout au moins, dans l'organisation de cette soirée. Gaspard Kuhn, vous débutez votre carrière de journaliste comme stagiaire à l'ambassade suisse à Bangkok, avant de rejoindre l'AGFI et finalement la RTS. Au cœur du service public, vous officiez comme journaliste, puis adjoint et finalement chef de la rubrique économique et sciences, avant de devenir correspondant à Londres pour la couverture de l'actualité britannique. Vous êtes enfin correspondant à Washington entre 2019 et 2025. Vous couvrez 2 campagnes présidentielles et leurs intervalles. Et c'est grâce à cette expérience que nous avons le plaisir et le privilège de vous accueillir ce soir. Concernant la soirée, ce que nous vous proposons, c'est un décryptage de l'actualité états-unienne, récente et moins récente. L'idée est celle de suivre notre guide, le temps d'une plongée dans le quotidien de l'Amérique de Donald Trump, plus précisément assister à la mise en perspective d'événements qui ont marqué l'action du président américain en pouvant bénéficier de clés lecture différentes, qu'elles soient proposées d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Au niveau du format, nous aurons droit à une présentation d'une 30aine de minutes, suivie d'une longue partie d'échange avec le public, et je tiens ici à souligner que cette partie a très fortement été voulue par Gaspard, l'occasion aussi de le remercier pour sa générosité, lui qui souhaite vraiment favoriser cet échange et répondre aux questions de la salle. À cet effet, la session est filmée. Je vous remercierai pour la partie questions-réponses de les formuler dans les micros qu'on fera tourner tout à l'heure, de manière à ce que lors de la captation, on puisse avoir aussi l'audio des questions qui seront posées. Le moment est à présent venu de laisser la place à notre invité, non sans saluer et remercier le travail des équipes de communication et du réseau des alumni SSP, notamment Madame Oana Barsin, Karine Matisse et Caroline Pirker. Mesdames, Messieurs, je vous laisse à présent avec Monsieur Gaspard Kuhn. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Très bien. C'est assez impressionnant de revenir à l'université. Ça fait un moment que je suis parti d'ici. Je ne suis pas un académique, je ne vais pas vous donner un cours ex cathedra. Ce que je vous propose, c'est un partage d'expérience d'un journaliste qui a été sur le terrain pendant 5 ans et demi aux États-Unis. Effectivement, j'ai pu expérimenter la fin du premier mandat de Donald Trump, le passage à Biden, et puis cette folle campagne présidentielle qui nous a menés aux événements récents. On a l'impression d'être pris dans un tourbillon permanent depuis le mois de janvier, et je vous propose précisément de peut-être prendre un pas de recul, de rembobiner un peu, et à la lumière des événements passés, peut-être qu'on comprendra mieux ce qui est en train de se produire en ce moment. Voilà. Alors d'abord, un premier constat, ça fait 10 ans qu'on est pris dans le Trumpisme.
Ça fait 10 ans que cette photo a été prise, on était en juin 2015. Donald Trump descendait l'escalator de la Trump Tower à New York avec Melania et lançait sa campagne pour les primaires républicaines. Et déjà, on voyait certains traits de caractère de ce qu'on a appelé le Trumpisme émerger. Et un premier constat, Donald Trump vient quelque part se greffer sur un mouvement préexistant, une colère préexistante qui s'exprime d'abord avec le Tea Party, ce mouvement qui est un peu à la marge du Parti républicain, qui émerge à la fin du deuxième mandat de George W. Bush, qui critique très fortement les impôts, qui va monter pendant les années Obama. Et Donald Trump, d'une certaine manière, vient se greffer sur ce mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Trumpisme ? Je me suis vraiment posé cette question parce qu'on dit tout le temps le Trumpisme. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond le Trumpisme ? On parle beaucoup de populisme. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme parce que je trouve que c'est un peu un fourre-tout. On utilise ce terme à tort et à travers, en particulier nous, les journalistes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du rapport au peuple chez Donald Trump, du rapport à sa base électorale en particulier, ce socle incompressible de gens qui sont prêts à le suivre partout. Et ça, c'est sa force. C'est sa force dans les bons moments et dans les mauvais moments. C'est ce qui lui a permis de rebondir au fil du temps. Donc déjà, ce rapport au peuple est à la base. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait dire du populisme, c'est le rejet des élites. Et là, Donald Trump a un avantage dès 2015 par rapport à ses compétiteurs des primaires républicaines, c'est que c'est un outsider. Il ne vient pas du sérail politique et il va jouer là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Il va jouer sur cette figure de l'outsider et faire monter un culte de la personnalité qu'il va lui-même entretenir. C'est-à-dire qu'il a une manière de parler de lui-même où on sent qu'il est en permanence en train d'entretenir ce culte de la personnalité. Et puis, ce qui est assez frappant dans le Trumpisme, c'est le côté ambigu dans le discours économique qui est central dans la figure de Donald Trump, avec d'un côté une glorification du capitalisme entrepreneurial à l'américaine, avec les succès de ce promoteur new-yorkais qui sont probablement enflés dans le récit trumpiste, et de l'autre une critique assez acerbe de la mondialisation qui a conduit à la désindustrialisation et qui va lui permettre de parler notamment à l'électorat démocrate de la ceinture de la rouille du Midwest qui avait l'habitude d'être syndiqué, de voter systématiquement pour les candidats démocrates et qui va se détourner pour cette élection et pas pour la suivante du Parti démocrate et voter pour Donald Trump. 3 thèmes qui me semblent importants dans cette campagne de 2016 et qu'on va retrouver aujourd'hui: l'immigration, le discours sur l'immigration qui est déjà central, la question de la Chine. La Chine est une sorte d'obsession dans l'élection présidentielle de 2016, il en parle en permanence. Et puis le slogan « Make America Great Again », MAGA, qui est une sorte de mélange entre une nostalgie d'un temps passé, un pessimisme crasse par rapport au déclin de l'Amérique et la possibilité d'un espoir. Et il y a tout ça dans le slogan « Make America Great Again ». Alors, Donald Trump gagne face à Hillary Clinton, et là, c'est la couverture de The Economist de février 2017, un insurgé à la Maison-Blanche. On est seulement 1 mois après sa prise de pouvoir. Et il faut se rappeler de ce qu'a été ce premier mandat de Donald Trump. Ça a été un mandat, au départ en tout cas, totalement erratique, avec une forme de désorganisation. Donald Trump n'avait pas prévu de gagner la présidentielle, il n'avait pas un cercle rapproché qui était capable de l'orienter, de structurer sa politique, et assez rapidement, il a dû virer une partie de son personnel et s'entourer de personnes qui connaissaient le fonctionnement de Washington. Il s'est entouré d'anciens généraux, il s'est entouré de caciques du Parti républicain, et ces gens-là vont être pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, en mode damage control. On essaye de contrôler la bête.
Tout ça est très bien raconté par les journalistes d'investigation américains. On fait disparaître de son bureau certaines notes, on essaye de le faire oublier certaines de ses idées. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va le contrôler. Et Donald Trump n'est pas bête. Il va s'en rendre compte. Il va lire ses comptes rendus, il va entendre ses histoires, et je pense qu'il va en retenir un ressenti par rapport au système qui l'a empêché de gouverner comme il l'aurait voulu le faire pendant ce premier mandat à la Maison-Blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de ce mandat? Parce que, au-delà de ce côté erratique, il y a un certain nombre de choses qui vont rester. D'abord, la guerre commerciale, déjà. La guerre commerciale, le rapport à la Chine, Joe Biden va garder les tarifs en place qui avaient été mis en place par Donald Trump. Donc le rapport à la Chine change profondément et est inscrit dans la doctrine de politique étrangère américaine à partir de Trump 1. Deuxième réussite, peut-être sa seule vraie réussite au niveau du Congrès, les baisses d'impôts qui vont profiter aux plus riches, mais pas seulement, qui vont aussi profiter en partie à la classe moyenne. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez les électeurs, une nostalgie, quand ils étaient sortis de ce premier mandat de Donald Trump, de finalement, on payait moins d'impôts quand on était sous Donald Trump. Et quand ils se sont retrouvés dans des difficultés avec l'inflation, ils se sont souvenus de cet élément-là. Troisième élément important, me semble-t-il, en politique étrangère, les accords d'Abraham qui sont conclus à la toute fin du premier mandat de Donald Trump, mais qui vont là aussi être conservés par Joe Biden, avec même la volonté des démocrates d'élargir les accords d'Abraham à l'Arabie saoudite. Donc vous savez que c'était les Émirats arabes unis et Bahreïn qui normalisaient leurs relations avec Israël dans les accords d'Abraham, en ignorant la question palestinienne. Joe Biden va tenter d'élargir cette stratégie à l'Arabie saoudite, ce qui, à mon sens, va peut-être précipiter les attentats du Hamas, parce que ça tend à marginaliser évidemment l'Iran qui va tenter de réagir. Quatrième élément essentiel, c'est que l'économie va bien sous Trump 1. Et on sort de ce premier mandat de Donald Trump en se disant, même s'il a une procédure d'impeachment, il va gagner. Il va gagner cette présidentielle de 2020. C'est le sentiment qui domine au début de l'année 2020, et pourtant rien ne se passe comme prévu. Cette photo, je l'ai prise à Minneapolis, on est au printemps 2020, et il y a tout là-dedans. Vous voyez le personnage avec le masque, et évidemment la fresque de George Floyd, on est là où il s'est fait tuer à Minneapolis par les policiers. Et il y a ces deux éléments fondamentaux qui vont complètement changer la donne dans l'élection présidentielle de 2020. D'un côté, la pandémie de Covid-19 qui est extrêmement mal gérée par Donald Trump, avec l'économie qui s'effondre, les marchés boursiers qui s'effondrent. Or, ça faisait vraiment partie des points forts de son bilan. Et le deuxième élément, c'est évidemment la mort de George Floyd, la montée du mouvement Black Lives Matter, qui préexistait cette année 2020, bien évidemment, mais c'est fondamental et ça va réveiller l'électorat noir qui s'était détourné d'Hillary Clinton, qui va revenir vers Joe Biden, qui est quand même une figure qui leur parle parce qu'il a été le vice-président de Barack Obama, et tout ça va aider à fédérer le Parti démocrate, et il remporte une assez large victoire face à un Donald Trump qui ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, avec deux styles de campagne complètement différents. Joe Biden qui reste dans le Delaware, qui fait campagne en vidéoconférence quasiment tout le temps, et ça lui rend service parce qu'avec son grand âge, il n'aurait probablement pas réussi à mener campagne à l'ancienne sur le terrain. Et puis Donald Trump qui est omniprésent, qui ignore les règles sanitaires, et tout ça finit par lui jouer des tours. Il perd, et je pense que lui-même ne comprend pas vraiment ce qui lui est arrivé. Et donc il refuse. Il refuse ce résultat. J'ai ce souvenir assez fou de cette nuit électorale de novembre 2020, où je couvrais les manifestations pendant la nuit. Je tourne jusqu'à 1h30 du matin, et puis je me dis, tiens, on va finir le reportage à l'hôtel de Donald Trump. On va à l'hôtel de Donald Trump, et là, on voit tous les partisans qui sortent, évidemment éméchés, de leur fête électorale, et ils me disent, on va à la Maison-Blanche. On va à la Maison-Blanche.
Et effectivement, il se dirige à la Maison-Blanche, et c'est le fameux discours de Donald Trump où, pendant la nuit électorale, déjà, il crée un narratif pour refuser les résultats de cette présidentielle. Tout ça va se poursuivre à travers une bataille juridique que Donald Trump va systématiquement perdre devant les tribunaux. Et puis, en point d'orgue, évidemment, l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Alors, ce jour-là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Ça fait des semaines que Donald Trump annonce qu'il doit se passer quelque chose pour la certification des résultats. Donc on va tourner le rallye de Donald Trump qui est juste à côté de la Maison-Blanche. On rencontre les partisans de Donald Trump, comme d'habitude, on fait nos interviews, on voit le début du discours de Donald Trump, puis on doit filer au bureau pour monter le sujet, puisque 13h30 pour nous, c'est 19h30 ici, donc on monte le sujet, on reçoit encore le feed du discours de Donald Trump, on monte le sujet, je vais faire mon duplex, je sors pour aller acheter un sandwich, je reviens, mon collègue de RSI et mon caméraman sont en bas de l'immeuble, et ils me disent, ils sont en train d'attaquer le Capitole. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que le rallye le matin était relativement calme. Donc là, on fonce dans un taxi et on arrive, et la scène est véritablement celle-ci. C'est-à-dire que des gens grimpent sur les murs du Capitole, et c'est un moment assez surréaliste, un moment pour les gens qui étaient sur place, pour les partisans de Donald Trump, assez joyeux. Ces gens-là étaient en grande partie de bonne foi. Ils avaient le sentiment qu'ils avaient été invités par le président des États-Unis, qu'ils étaient légitimes à se présenter devant le Capitole. Et Donald Trump qui attend 4 heures avant d'envoyer un message pour dire aux gens de rentrer chez eux et d'arrêter cette attaque, cet assaut du Capitole. Tout ça, ça a créé un effet de sidération pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Et on a vu un certain nombre de républicains se désolidariser à ce moment-là de Donald Trump, et pas des moindres, hein, des sénateurs qui le soutenaient depuis plusieurs années. Et le sentiment, c'est que Donald Trump est fini politiquement. C'est-à-dire qu'il a joué son va-tout, il a joué son dernier joker, il a lancé l'assaut du Capitole. Et après, probablement que le Parti républicain va tourner la page. Quelques mots quand même sur les promesses de Joe Biden. Dans ce moment politique-là, il y a une promesse qui est de, quelque part, revenir à une forme de normalité. Ça me fait penser un peu à François Hollande après Nicolas Sarkozy. Sauf qu'on l'a vu avec François Hollande et on l'a vu avec Joe Biden, la normalité en politique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les politiciens font des erreurs et parce que ils ont toujours à gérer des crises, en permanence. Donc c'est une promesse qui ne fonctionne jamais. La deuxième promesse, c'est de réconcilier l'Amérique. Hein, c'est ces deux camps qui sont en permanence irréconciliables. Et de revenir à l'âme de la nation. Hein. C'est le grand slogan de Joe Biden dans cette campagne présidentielle. On voit quelques années après qu'on n'a pas réussi à réconcilier l'Amérique. La troisième grande promesse, c'est de sortir de la pandémie et le plus vite possible et de rétablir une économie qui fonctionne. Alors, la campagne de vaccination va bien se passer aux États-Unis, l'économie va revenir dans un premier temps plutôt à la normale, mais l'inflation, dans un deuxième temps, va faire très mal au porte-monnaie des Américains. Et puis, la quatrième promesse, c'est d'investir dans l'avenir du pays. Et là, il faut reconnaître que Joe Biden, il a réussi quand même un tour de force. Il a réussi à mettre des républicains et des démocrates autour d'un certain nombre de grands projets d'investissement pour rénover les infrastructures, pour favoriser la transition énergétique, pour investir sur les vétérans, pour investir également dans l'industrie des microprocesseurs. Il a réussi à trouver des coalitions dans le Congrès entre républicains et démocrates. Et ça faisait longtemps que ça ne s'était pas passé. Donc là, l'expérience de Joe Biden, qui a été sénateur pendant des années, a joué. Et puis, il y a deux promesses tacites, de par le profil de Joe Biden. Sur l'international, voilà un homme qui est extrêmement expérimenté, qui a été au Sénat pendant des décennies, précisément sur les dossiers liés à l'international, qui a été vice-président de Barack Obama pendant 8 ans. Et donc, l'idée chez les électeurs, c'est que Joe Biden va tenir la baraque sur l'international. Or, dès l'été 2021, il y a la chute de Kaboul.
qui est un premier gros coup de semonce dans cette présidence de Joe Biden. Puis, il va y avoir la guerre en Ukraine, puis la guerre en Israël. Et donc, cette figure de Joe Biden, elle est vraiment écornée aussi par l'international, qui d'habitude n'est pas vraiment un sujet aux États-Unis, mais ça va être un sujet important. Et puis, l'autre promesse tacite, on la voit sur cette couverture du Time, et Joe Biden le dit, je suis là pour passer le témoin entre deux générations. Et dans l'esprit des électeurs, c'est clair que Joe Biden n'est là que pour un mandat. Dans l'esprit de Joe Biden, j'en suis pas certain. Parce que c'est la 3e tentative pour lui de devenir président des États-Unis. Et on va voir par la suite qu'il va s'accrocher. Et je pense que c'est la grande responsabilité, la grande faute de Joe Biden dans ce mandat. Alors, revenons à notre larron, Donald Trump. Alors, je vous le disais, on pense à ce moment-là que Donald Trump est fini. Et pourquoi est-ce qu'il va parvenir à rebondir? Je pense que le Parti républicain va jouer un grand rôle là-dedans. On voit cette photo avec Kevin McCarthy, qui était à l'époque le leader du Parti républicain à la Chambre des représentants. Il revient à Mar-a-Lago quelques semaines après l'assaut du Capitole. Pourquoi? Parce que Donald Trump a des fonds, il est capable de lever énormément d'argent pour les campagnes des républicains, il parle à sa base, il a ce socle incompressible de Trumpistes qui sont prêts à le suivre, et puis il devient une sorte de faiseur de roi. C'est-à-dire que si Donald Trump prend en grippe un candidat républicain, ce candidat n'a plus de carrière. C'est terminé. Donc il vaut mieux l'avoir dans sa poche. Et donc les républicains vont revenir vers lui et Donald Trump va en jouer et devenir un faiseur de roi à l'approche des élections de mi-mandat, les élections de 2022. Et il va faire des choix assez particuliers de candidats qu'il va favoriser dans les primaires pour aller vers ces élections de mi-mandat, exclusivement des candidats qui sont d'accord avec lui sur le narratif autour de l'élection volée de la présidentielle de 2020. Des candidats qui sont souvent assez extrêmes. Et ça marche dans les primaires, mais par contre, dans les élections de mi-mandat, les républicains se prennent un revers alors même qu'ils auraient dû remporter haut la main ces élections, vu l'inflation qui devait être à peu près à 9% cette année-là. Donc, et en ressort l'idée chez les démocrates que peut-être que Joe Biden est un bon candidat. Peut-être que Joe Biden est finalement plus solide que ce qu'on pensait, puisqu'il a réussi à limiter la casse. Puis il y a deux thématiques sous-jacentes dans ces élections de mi-mandat. Alors évidemment, on parle beaucoup de l'inflation, mais il y a aussi la décision de la Cour suprême qui précède les élections de mi-mandat sur les droits des femmes à l'avortement au niveau fédéral. Ça va avoir un grand impact sur l'électorat féminin. Et il y a encore la mémoire à ce moment-là de l'assaut du Capitole, avec cette menace pour les démocrates qui pèse encore sur la démocratie américaine. Et donc les démocrates parviennent véritablement à limiter la casse dans ces élections de mi-mandat. Et ça va jouer un rôle important dans la suite. À ce moment-là, on se dit à nouveau, Donald Trump est foutu. Parce que sa stratégie de choisir les candidats les plus extrêmes n'a pas fonctionné. Il a pris les candidats les plus marginaux, il les a mis dans les élections de mi-mandat, et résultat, les républicains ne s'en sortent pas. Et là, clairement, le Parti républicain est prêt à lâcher Donald Trump. Dans ce moment politique-là, le Parti républicain est prêt à lâcher Donald Trump. Et contre l'avis de ses conseillers, Donald Trump lance sa campagne aux primaires républicaines. Et là, il y a quand même un coup politique assez génial, parce qu'il prend de court tout le monde. Et la nature a horreur du vide. Les autres candidats républicains ne sont pas prêts. Les Nikki Haley, les Ron DeSantis, qui à ce moment-là est soutenu par Elon Musk, tous ces gens-là ne sont pas prêts. Ron DeSantis, c'était le favori du Parti républicain. Il est jeune, il a à peu près les mêmes idées que Donald Trump. Sa femme est merveilleuse, elle sort d'un cancer, ils ont 3 enfants, ils sont beaux, c'est un vétéran, il a été dans les plus grandes universités, il vient du Tea Party, enfin, c'est parfait. Il est parfait, Ron DeSantis, sauf qu'il attend trop. Il attend trop, et dans ce moment-là, Donald Trump occupe l'espace.
Et il y a quelque chose d'autre qui va aider Donald Trump à occuper l'espace, paradoxalement, eh bien, ce sont les procès. Les procès vont remettre Donald Trump au centre du jeu, et les médias américains qui étaient jusqu'à présent sur la réserve, ils ne voulaient pas trop parler de Donald Trump, ben là, c'est quand même l'actualité. Un ancien président qui risque d'être condamné, 4 procès qui se préparent, on est obligé d'en parler. Et Donald Trump a l'habileté d'utiliser ces moments-là pour organiser des points de presse quotidiens. Et puis dans les points de presse quotidiens, on fait venir les républicains qui doivent prêter allégeance au chef. Et dans les débats des primaires, il est impossible pour les autres candidats républicains de ne pas soutenir Donald Trump. Et tout ça vient nourrir sa figure de candidat anti-système et de victime du système. Bref, tout ça lui permet aussi d'élargir sa base électorale auprès des petites gens, auprès des gens qui ont le sentiment qu'ils sont parfois broyés par le système. Et donc, je pense que les procès ont clairement aidé Donald Trump dans cette campagne présidentielle. On en vient à la convention républicaine. Il y a 2 événements majeurs qui précèdent cette convention républicaine. Premièrement, le débat, évidemment le crash en direct de Joe Biden. Et là, on doit quand même dire quelque chose de l'aveuglement des démocrates face à l'âge de Joe Biden. Je me souviens que j'étais à un barbecue à Washington 2 semaines avant le débat. Je discutais avec 2 avocats spécialistes des élections proches du Parti démocrate. Et ils me disaient « Ah, mais il est quand même bien, Joe Biden, c'est un type intelligent, il est visionnaire. » Et je leur dis « Mais vous vous rendez compte que vous demandez aux gens de voter pour que Joe Biden soit encore à la Maison-Blanche dans 5 ans, puisqu'on était encore dans la présidentielle. » Et vous l'avez vu. Soyons réalistes. Et je pense qu'il y avait une sorte d'aveuglement collectif du Parti démocrate. Et ils ont tellement attendu que c'était de toute façon trop tard pour organiser des primaires. Donc ça a été le débat. Et la deuxième chose importante qui précède, eh bien évidemment, c'est la tentative d'assassinat ratée en Pennsylvanie. Et ça l'auréole d'une sorte d'aura quasiment messianique quand il arrive dans cette salle de la convention du Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il y a quelque chose de particulier autour de lui, c'est totalement magnétique. Et il ose y aller, c'est-à-dire qu'il s'est fait tirer dessus 24 heures avant et il ose se présenter devant tout le monde. J'étais à 1 mètre de lui, j'aurais pu le toucher. Il n'a pas peur. Il se sent à ce moment-là invincible et honnêtement, pour nous, ça ne fait pas une plie à ce moment-là qui va remporter l'élection présidentielle. Il y a plusieurs thèmes qui portent le Parti républicain à ce moment-là. Auprès du grand public, c'est vraiment l'économie. C'est vraiment l'économie, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Make America wealthy again. Rendez-nous à nouveau riches. Aidez-nous à mettre de l'ordre dans les finances. C'est vraiment ça qui va parler à l'électorat centriste, les électeurs qui n'ont peut-être jamais voté pour Donald Trump. C'est la question économique. Chez les républicains, en revanche, quand je pose la question aux délégués qui sont sur place, aux militants qui sont sur place, je leur demande s'il y a un enjeu qui compte pour vous dans cette élection présidentielle. Quel est-il? L'immigration, la frontière. L'immigration, la frontière. C'est ce qui forme le socle des Trumpistes dans cette élection présidentielle. Et je pense que c'est assez central aujourd'hui dans la politique de Donald Trump. C'est vraiment l'immigration. Et puis après, il y a toutes sortes d'autres thèmes. L'international occupe une grande place dans cette élection présidentielle, avec cette tentation à l'isolationnisme qu'on sent monter depuis les années Bush, depuis les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Il y a beaucoup de républicains qui sont allés se battre là-bas, qui sont revenus déçus, qui ont le sentiment qu'ils ont été trahis. Et Donald Trump vient puiser dans cette colère. Il vient puiser là-dedans. On a beaucoup parlé du wokisme ici en Europe. Moi, j'ai le sentiment qu'on en a parlé un peu avec 2 ans de retard, parce que dans cette élection présidentielle, ce n'était pas si central que ça. Aujourd'hui, c'est une cible assez facile, ça lui permet de marquer des points auprès de son électorat. Donc, on voit le thème ressurgir, parce que ça, avec des décrets présidentiels, on peut prendre des décisions assez rapides là-dedans, mais ça n'a pas été central dans cette élection présidentielle. Et puis, il y a des thèmes plus traditionnels au Parti républicain, notamment le budget, les dépenses publiques, ce genre de choses.
Voilà. Alors les démocrates, ils ne se laissent pas faire, ils réagissent. Et Joe Biden démissionne au lendemain de la convention du Parti républicain. Les démocrates parviennent à se fédérer autour de Kamala Harris extrêmement rapidement, ce qui n'était pas acquis d'avance. Kamala Harris, qui n'était pas très populaire comme vice-présidente, qui n'est pas quelqu'un qui a fait une bonne campagne aux primaires de 2020, donc tout le monde se dit que ça ne va pas forcément être une bonne candidate, mais il y a un tel désespoir du côté du Parti démocrate qu'ils ont envie d'y croire. Ils ont envie d'y croire, et nous on le sent. On sent cet enthousiasme à ce moment-là. Il y a un moment Kamala Harris, et on sent qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, et les démocrates succombent à ça. Ils se disent, finalement, peut-être qu'on pourrait faire campagne comme avec Barack Obama, on va faire une campagne de vibe. Ils appelaient ça une campagne de vibe. On va faire un truc très positif, Yes We Can, remake, / Kamala Harris. Sauf que ce n'est pas forcément en phase avec les gens qui ont du mal à payer leurs factures à la fin du mois. Et puis surtout, le problème, c'est que Kamala Harris n'est pas prête. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur le fond des dossiers, elle n'était pas forcément prête. Elle doit reprendre la plateforme qui avait été préparée pour Joe Biden. Elle n'est pas forcément à l'aise avec certaines des idées qu'elle doit défendre. Résultat, elle se crispe. Elle refuse un certain nombre d'invitations en interview au moment même où les gens tendent l'oreille. Les gens sont prêts à écouter Kamala Harris au moment où elle déclare sa candidature. Les gens ont envie de l'entendre et elle ne fait que des meetings qui se suivent et qui se ressemblent. Et donc, finalement, ça finit par ronronner. Elle laisse passer ce momentum. Et Donald Trump, qui au départ ne savait plus très bien sur quel pied danser avec Kamala Harris, trouve la parade, avec ses conseillers probablement, et il décide de mettre toute la politique de Joe Biden sur les épaules de Kamala Harris, ce qui est évidemment un peu de mauvaise foi, puisqu'on sait que les vice-présidents n'ont pas une grande influence sur les décisions des présidents aux États-Unis. Mais bon, c'est de bonne guerre, et ça fonctionne. Et là, je crois qu'il faut quand même dire un mot de la responsabilité de Joe Biden de s'accrocher jusqu'au bout au pouvoir. Il n'a pas permis au Parti démocrate d'organiser véritablement des primaires, et donc Kamala Harris n'a pas été testée. C'est aussi à ça que servent les primaires, être testée en débat, devoir défendre ses arguments. C'est à ça que ça sert. Et il n'y a pas eu ce moment politique. Et les gouverneurs qui auraient été en position d'être de bons candidats ne se sont pas présentés pour ne pas lui faire de l'ombre. Et donc on se retrouve dans cette situation avec tout de même, infographie du Washington Post, un écart très faible de 1,5%. C'est l'écart le plus faible depuis l'élection de Richard Nixon en 1968 entre les deux candidats, et Donald Trump qui n'atteint pas tout à fait les 50% du vote populaire, même s'il a très largement gagné les grands électeurs, comme on le sait. Je pense que c'est important de revenir à ça, parce que quand Donald Trump dit qu'il a un mandat clair du peuple, le mandat n'est peut-être pas aussi clair que ça. Et je pense que c'est une équation essentielle à garder en tête pour la suite de son mandat. Alors, quelques mots sur les 100 premiers jours. Je pense qu'on a tous, d'une certaine manière, suivi ça de la même façon. Moi, je suis rentré en Suisse, donc j'ai suivi ça comme vous. Il y a un côté hyperactif, erratique qu'on retrouve. Il y a une stratégie derrière, hein. C'est vraiment l'idée d'inonder la zone, flood the zone, qui avait été théorisée par son conseiller du premier mandat, Steve Bannon. On envoie plein d'idées, on prend plein de décisions, et comme ça, ni les médias, ni les opposants politiques n'y comprennent grand-chose, et on occupe en permanence le cycle des chaînes d'infos en continu, 24 heures sur 24, et tout le monde est KO, et personne n'y comprend plus rien. Moi, ce qui me frappe dans ce deuxième mandat, c'est à quel point il y a de la préparation. C'est-à-dire, dans le premier mandat, Donald Trump n'avait pas vraiment une équipe constituée autour de lui. Les gens qui sont venus autour de lui ne partageaient pas forcément ses idées. Aujourd'hui, le Parti républicain est aux ordres. Les gens qui sont à la Maison-Blanche sont parfaitement d'accord avec Donald Trump. Ils admirent Donald Trump. Donc on est dans un degré de préparation qui est complètement différent par rapport au premier mandat de Donald Trump. Alors, on pourrait dire plein de choses sur ces 100 premiers jours. J'ai décidé de retenir peut-être 3 points qui me semblent importants, intéressants. D'abord, il y a la tentation chez Donald Trump de concentrer les pouvoirs au niveau de l'exécutif. Ce n'est
pas la première fois, on avait déjà reproché ça à Barack Obama en son temps, mais il y a vraiment cette envie de concentrer les pouvoirs avec une démultiplication des décrets présidentiels, les fameux executive orders. C'est une arme à double tranchant, parce que ça permet de changer très vite les choses, et en même temps, vous pouvez contester ces décisions devant les tribunaux, et donc elles peuvent être annulées. Et deuxièmement, un président démocrate qui arriverait après Donald Trump peut annuler toutes ces décisions d'un trait de plume. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour des décrets présidentiels, ça peut être remis en question extrêmement vite, mais c'est vrai que c'est quand même en train de remodeler assez rapidement le paysage politique américain. La deuxième chose, qui me semble vraiment importante, c'est la remise en question de l'état de droit aux États-Unis. L'indépendance des juges, qui est attaquée frontalement, même si elle est défendue par le président de la Cour suprême conservateur Roberts. Mais c'est important. L'indépendance du département de justice, donc des procureurs, qui est clairement un élément très important des institutions américaines qui est aujourd'hui ébranlé avec Pam Bondi, et on sent bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pare-feu entre la Maison-Blanche et le département de justice. Et puis, le troisième élément qui me semble essentiel dans cette présidence de Donald Trump, c'est cette logique transactionnelle. Je crois qu'on l'a tous compris en Suisse. Hein, on tape du poing sur la table, et puis après, on oblige les autres à s'asseoir à la table des négociations pour obtenir peut-être autre chose, revenir en arrière. Et donc, on voit la démultiplication de ces transactions. Il ne faut jamais oublier que Donald Trump, c'est d'abord un homme d'affaires, c'est d'abord un promoteur immobilier, c'est comme ça qu'il se voit, c'est comme ça qu'il se pense, c'est son logiciel. Donc ça, c'est... Voilà. Mais c'est encore plus fort, me semble-t-il, que dans le premier mandat. Face à cela, qu'est-ce qu'on peut dire des contre-pouvoirs? Alors, premièrement, le Congrès. Ce qui me semble assez intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a l'impression que le Congrès abdique une partie de son pouvoir. Il n'y a quasiment pas de commissions qui sont mises en place pour contrôler la politique de Donald Trump. Les nominations, à part les plus controversées, sont passées comme des lettres à la poste pour l'administration Trump. Maintenant, méfions-nous, le Congrès peut se réveiller. L'année prochaine, il y a les élections de mi-mandat, et dès le début de l'année prochaine, on va entrer dans ce cycle-là. C'est-à-dire que les représentants, les sénateurs qui sont dans des États qui peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre, si la politique de Donald Trump n'est plus très populaire, prendront leur distance avec Donald Trump. Donc, et puis la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des discussions sur le budget, parce que le budget va quand même falloir le voter. Et dans les discussions autour du budget, il faudra trouver une majorité. Et là, il va falloir faire des arbitrages. Et les républicains ne sont pas toujours d'accord entre eux. On le voit sur la sécurité sociale, les premières fissures commencent à apparaître. Donc ce qui va se passer au Congrès, ce sera quand même important. Le deuxième contre-pouvoir évident, c'est évidemment la justice. Alors on voit que les juges fédéraux jouent leur rôle. Ça va finir par remonter jusqu'à la Cour suprême. Et paradoxalement, cette Cour suprême qui a remis en question la jurisprudence sur le droit à l'avortement, cette Cour suprême, avec 6 juges conservateurs et 3 juges progressistes, eh bien, c'est encore peut-être un des remparts les plus solides à Donald Trump, parce qu'il ne faut jamais oublier que les juges sont nommés à vie, on ne peut pas les éjecter de leur siège, et donc ces gens-là sont indépendants. Et même si Donald Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême, eh bien, ces gens-là vont tenter, me semble-t-il, d'appliquer le droit. Il faudra voir s'ils seront entendus, il faudra voir s'ils seront suivis. Troisième contre-pouvoir totalement inattendu, ou pas d'ailleurs, mais c'est le marché, c'est la bourse. Et jusqu'à présent, j'ai le sentiment que c'est le contre-pouvoir le plus efficace à Donald Trump, parce que les Américains sont une nation d'investisseurs, ils mettent tout leur argent, toute leur retraite à la bourse, et donc quand la bourse baisse, ils sont extrêmement mécontents. Et puis, Donald Trump lui-même investit, ses amis investissent en bourse, donc il y a des véritables enjeux là autour. Et on voit bien, par exemple, sur le Canada, sur le Mexique, que Donald Trump est revenu en arrière extrêmement rapidement, précisément parce que la bourse dévissait. Alors il a pris ça à la rigolade pendant 1 ou 2 jours, puis après il est revenu en arrière. Donc la bourse me semble être quand même un élément à suivre, et c'est un contre-pouvoir. Et puis peut-être encore un mot sur
ce qu'on appelle le quatrième contre-pouvoir, la presse. Là, me semble-t-il, ce pouvoir s'est émoussé au fil des années parce qu'on est dans un paysage politique qui est à ce point éclaté, avec des démocrates qui regardent les médias démocrates, des républicains qui regardent les médias qui sont plutôt pro-républicains, qu'en réalité, il n'y a plus vraiment de place du village, d'endroits où on ferait débat, où on s'informerait aux mêmes sources, et même sur les informations brutes, sur les faits, les Américains ne s'entendent pas, et donc le pouvoir de la presse a beaucoup perdu ces dernières années. Alors, quelles vont être les conséquences de ce deuxième mandat de Donald Trump? C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, il va se passer encore énormément de choses, il n'y a eu que 100 jours qui sont passés. Donc, peut-être quelques questions. Ce dessin de Chapat, voilà, ça nous inspire. L'idée, c'était de rendre sa grandeur à l'Amérique. Est-ce que l'Amérique n'est pas en train de perdre un peu de son pouvoir d'influence? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on l'entendait déjà sous Joe Biden. Il y a ce sentiment chez les alliés des États-Unis que finalement on bascule d'une politique de droite à une politique de gauche, d'un mandat à l'autre, de 4 ans en 4 ans. Est-ce qu'on peut encore se fier aux États-Unis? Est-ce que c'est un partenaire fiable? En ce sens, il me semble qu'il y a quand même un pouvoir des États-Unis sur la scène mondiale qui est en train de s'émousser. Voilà. Après, Donald Trump a l'art de se mettre au centre du jeu. Et en même temps, son truc de l'art, the art of the deal, cette façon de taper du poing sur la table pour négocier, ça va durer un certain temps. Et puis je pense que certains pays vont aussi s'en lasser. On voit bien avec la Chine qui a cédé moins facilement que d'autres, parce qu'ils sont aussi probablement en position de le faire. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse durer très longtemps. Deuxième question, est-ce que le gouvernement va fonctionner? Est-ce qu'après toutes les coupes budgétaires qui ont été faites par Elon Musk et le Doge, est-ce que le gouvernement va fonctionner? Ça, c'est trop tôt pour le dire. On ne sait pas encore, on le verra peut-être dans 1 an, dans 2 ans. On voit déjà que certains ministères sont obligés de recommencer à engager du personnel, parce qu'il faut quand même faire fonctionner la machine. Donc voilà. Troisième question fondamentale, la solidité des institutions démocratiques. Un certain nombre de politologues ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que le pays est en train de glisser vers une forme d'autoritarisme compétitif. C'est-à-dire qu'on a encore les apparats d'une démocratie, on organise encore des élections, mais les institutions sont vidées progressivement de leur substance. C'est ça l'idée. Là encore, je pense qu'il est trop tôt pour l'affirmer. On va voir avec les élections de mi-mandat l'année prochaine. Est-ce que ces élections sont organisées correctement, dans les règles de l'art? On verra. Et puis, une dernière tendance, je dirais, à long terme, c'est le climat politique. C'est-à-dire que c'était déjà le cas avant, me direz-vous, mais on a le sentiment que cette Amérique est vraiment devenue irréconciliable. Et c'est une conversation que j'ai eue des centaines de fois avec des Américains, démocrates et républicains, dans leur cuisine, où je leur disais, mais dans le fond, vous avez plus en commun que ce que vous croyez. Vous êtes tellement dans votre bulle de réseaux sociaux et dans votre bulle de médias orientés dans un sens ou dans l'autre que vous vous rendez plus compte de ce que vous avez en commun. Et comment on fait société aujourd'hui? Et j'ai quand même le sentiment que la politique américaine ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que le style qui a été amené par Donald Trump va rester. On ne se relève pas de ça. Je pense que cette espèce de pugilat permanent va rester et je ne vois pas encore comment l'Amérique va se réconcilier. C'était la grande promesse de Joe Biden. Clairement, il n'y est pas parvenu. Donc là, je ne sais pas. Et est-ce que ça va infuser aussi sur le reste du monde? Probablement. On l'avait vu au Brésil, après l'assaut du Capitole. On peut le vérifier par moment en Suisse. Donc, cette façon de faire de la politique, elle va influencer non seulement durablement la politique américaine, mais probablement la politique dans le reste du monde. Dernier point, et j'en finirai par là, et après je serai heureux de vous entendre et d'ouvrir le débat. Il y a des tests à venir. Pour moi, il y a 2 tests principalement à assez court terme. D'abord, ce sont les élections de mi-mandat. Comment vont-elles être organisées? Est-ce que ça va se passer dans les règles de l'art? Deuxième test important,
si la Cour suprême annule ou revient sur un certain nombre de décisions de Donald Trump, en les jugeant illégales, est-ce que les décisions de la Cour suprême seront appliquées? Voilà. Je pense qu'on peut en finir là, et je serais heureux d'entendre vos questions, vos remarques aussi. Voilà. Très bien. Bon, ça marche, oui. Ouais. Alors, merci Gaspard pour cette présentation. Merci pour ces éclairages aussi. C'est vrai que c'est très intéressant toujours de voir un petit peu les deux côtés de la médaille. J'ai l'impression qu'on sent vraiment cette distance et cette différence de vision qu'on a d'un côté à l'autre avec la lecture de certains événements. C'est certains éléments aussi qui sont importants, peut-être plus pour des indigènes que pour des observateurs extérieurs tels qu'on peut l'être. Donc merci pour ce partage. Et donc voilà, donc comme on l'a dit maintenant, la deuxième partie s'articule principalement autour des questions. Donc voilà, à vous la parole. Je ne sais pas si on a. Ouais, on va séparer la salle et puis tu commences là. Merci. Merci de cet exposé qui était aussi passionnant quand on vous voit au 19h30. Merci de cette présence aujourd'hui. Vous parlez de 1361 jours encore à tirer. Est-ce qu'il y a un débat aux États-Unis sur un éventuel troisième mandat de Donald Trump, même si on sait que c'est anticonstitutionnel? Oui, la question s'est posée. La question a été posée à Donald Trump, qui, après avoir laissé planer le doute assez régulièrement, indique non, il n'y aurait pas de troisième mandat. Mais oui, la question se pose. Je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf par rapport à ça. Je veux dire, après l'assaut du Capitole, il faut s'attendre à tout. Vraiment, je pense qu'il faut s'attendre à tout. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que dans le Parti républicain, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'ambitieux. Donc, un troisième mandat de Donald Trump, ça viendrait couper l'herbe sous le pied de beaucoup d'autres candidats potentiels qui se préparent dans l'ombre. On voit déjà, par exemple, Ted Cruz, qui commence à prendre ses distances avec Donald Trump, à le critiquer sur un certain nombre de points. Josh Hawley, l'autre jour, aussi. Jeune sénateur trumpiste, qui a pris ses distances avec certains points de la politique de Donald Trump. Donc, les gens se préparent. Et donc, un troisième mandat de Donald Trump viendrait directement en contradiction avec les ambitions de politiciens. Donc, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. On verra. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Oui. Par rapport à la... Oui, j'avais une question peut-être plus technique par rapport à l'intelligence artificielle, qui est un enjeu mondial, géopolitique. Et aujourd'hui, c'était récemment, Shari Perlman a été limogé, sans doute qui était responsable de la question du droit d'auteur, a été limogé par le gouvernement Trump. Et là, on a des enjeux qui sont à la fois techniques et structurels. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu. C'est pas demain, si Trump n'est pas réélu, ça n'a pas grande importance, c'est un enjeu structurel mondial. Et il y a une incidence, on voit très bien que en gros, la suppression du droit d'auteur, ça facilite pour les gros patrons de l'intelligence artificielle, en fait, l'utilisation de tout ce qui est de l'ordre de la propriété intellectuelle. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à relativiser cet enjeu-là, qui est précis, mais qui concerne en fait, qui s'arrête pas du tout, qui fait partie d'une compétition entre la Chine et les États-Unis, bien sûr, mais qui s'arrête pas du tout seulement aux États-Unis. Je ne sais pas s'il faut relativiser ce point-là, honnêtement, pour répondre à votre question. Je pense que vous avez raison, l'intelligence artificielle, c'est fondamental. C'est aussi là autour de cette question-là que s'articule aujourd'hui la compétition
entre la Chine et les États-Unis. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des intérêts concurrentiels au sein même des partisans de Donald Trump. On l'a vu avec Elon Musk qui avait critiqué le plan d'aide à l'intelligence artificielle dans les premiers jours du mandat, ce qui a pas mal tangué au sein de l'administration Trump. Ça a été très très mal perçu. Alors, sans entrer dans les détails, parce que vous allez être probablement mieux informés que moi, mais ce que je constate, c'est qu'un certain nombre d'agences de régulation importantes sont vidées de leur substance, notamment sur la lutte contre la corruption, sur la question de l'intelligence artificielle et des droits d'auteur. Et c'est ça qui interroge aussi dans ce moment. Et là encore, il est difficile, à l'heure actuelle, on n'en est qu'à 100 jours, de mesurer quel va être l'impact réel de ces décisions sur la suite. Mais vous avez probablement raison de vous inquiéter. Oui. J'ai juste une petite question, parce que j'ai vraiment le sentiment que Kamala Harris était supérieure intellectuellement sur tout, n'importe quel débat, n'importe quelle idée à Trump. Donc est-ce que c'est... en fait, est-ce que ce non-accès à la présidence de Kamala Harris était à cause de Biden qui est parti trop tard, enfin qui a capitulé trop tôt, ou est-ce que les Américains sont juste pas prêts à élire une femme? Bonne question. Je pense qu'il y a un fond, oui, il y a probablement un fond de machisme dans les élections présidentielles américaines. C'est une grande puissance qui est très consciente d'elle-même. C'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'ils ont la première armée du monde, ils savent bien qu'ils ont beaucoup d'ennemis dans le monde. Et une des choses que j'ai beaucoup entendues, c'est « Ok, Trump, il n'est pas parfait. Probablement que s'il a été condamné, c'est pour de bonnes raisons. Mais en même temps, he's tough. C'est un dur. Il va nous défendre. » Et donc, effectivement, sur la question de l'intelligence, sur la question du débat intellectuel, comme on pourrait le concevoir, il est clairement en deçà de Kamala Harris. Mais il donne cette impression d'être un homme fort. Et ça a fonctionné auprès d'une partie de l'électorat, notamment de l'électorat masculin, mais pas seulement. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur Kamala Harris elle-même, quand même pas oublier qu'elle a pas été brillante dans les primaires démocrates en 2020. Ça a été la première à abandonner. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une juriste, elle est brillante, mais j'avais le sentiment qu'elle avait du mal à connecter avec la population. Parfois, la politique, c'est aussi ça, c'est de descendre dans l'arène, d'aller serrer des mains. Et par exemple, on lui avait confié la frontière, le dossier de l'immigration. Il lui a fallu plus d'1 an pour se rendre à la frontière. Moi, je trouve ça troublant. En tant que journaliste, je trouve ça troublant. Peut-être parce que j'ai le réflexe d'aller voir sur le terrain, mais il me semble que les bons politiciens font ça. Ils vont voir sur le terrain, ils vont sentir les choses, ils vont rencontrer les gens qui sont en contact avec les problèmes. Et là, on voit quand même le côté un peu déconnecté de Kamala Harris qui lui a probablement coûté cher dans cette présidentielle. Alors après, elle a eu une trajectoire assez intéressante parce qu'elle a été totalement transparente dans la première partie du mandat de Joe Biden, qui probablement lui a pas laissé beaucoup de place ou lui a donné les dossiers les plus compliqués. Puis dans un deuxième temps, elle a saisi à bras-le-corps la question de l'avortement et elle a trouvé un second souffle dans cette présidence. Cependant, il faut être assez réaliste sur la question de l'avortement. Ils en ont parlé, ils en ont fait un enjeu, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et ça aussi, ça s'est senti. C'est-à-dire que vous pouvez faire campagne là-dessus, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Il faudrait faire passer une loi au Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants pour revenir sur l'acquis de Roe vs. Wade. Bonne chance. Donc voilà, et il y a beaucoup d'exemples comme ça, on pourrait les démultiplier, où on avait quand même le sentiment d'une forme de déconnexion entre Kamala Harris et les réalités du pays. Merci Gaspard pour la magnifique synthèse de ces quelques années
10 ans de Trumpisme. J'aurais 3 questions. La première, c'est le Parti démocrate actuellement. Ouais. De ton point de vue, où en est-il et comment analyser son état d'apathie manifeste, même si on voit quand même des formes de réveil émerger, et surtout de sa capacité à essayer de tirer lucidement les leçons de cette défaite? Ça, ce serait ma première question. 2, sur les contre-pouvoirs. Tu n'as pas parlé des États. On est dans un système fédéraliste. Comment, toi qui as beaucoup voyagé dans les différents États et leur large diversité, comment tu vois le rôle éventuel de contre-pouvoir des États? Et je parlerai même des États républicains, peut-être qui pourraient être soucieux de leurs propres prérogatives et de leurs compétences. Ouais. Et puis, 3e question, elle est plus pratique, sur le métier de journaliste. Quand on est journaliste aux États-Unis, tu as mentionné l'éclatement du paysage médiatique, les effets de bulle. Quels sont les types de médias auxquels un journaliste de la RTS fait confiance ou va consulter pour préparer ses sujets, parce qu'on écoute toujours ce que disent les collègues sur place? Comment on s'y prend concrètement quand on est journaliste RTS par rapport au paysage médiatique américain? Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Alors d'abord, sur le Parti démocrate, on a quand même le sentiment qu'ils sont un peu KO. Ils n'ont pas vraiment de leader dans l'instant qu'on est en train de vivre. Il y a un certain nombre de figures tutélaires. On pense à Hakeem Jeffries, par exemple, à la Chambre des représentants. Donc il y a un certain nombre de personnes on pense à Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Mais ces gens-là ne prennent pas encore vraiment leur place. J'ai l'impression que le Parti démocrate est parti dans cette séquence en se disant on attend de voir. On attend de voir Donald Trump agir, peut-être se planter. On a eu une campagne présidentielle très compliquée, on n'est plus très populaire, donc laissons-le faire des erreurs. Ça, je pense que ça a été une stratégie. Je pense que cette stratégie atteint ses limites. Elle atteint ses limites parce que il y a quand même cette petite musique qui monte chez les électeurs démocrates. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, à force de laisser l'espace à Donald Trump, il le remplit. On voit bien, flotte de zone. Donc, il remplit cet espace. Donc, et comme on passe d'un sujet à l'autre en permanence, on n'a pas le temps de s'accrocher à une actualité qu'on est déjà passé à la suivante. Donc, cette stratégie de laisser l'espace, le champ libre à Donald Trump, je pense qu'elle est en train d'atteindre ses limites. On voit un certain nombre de personnalités qui commencent à s'organiser. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont en train de se positionner pour la présidentielle à venir. On pense à Andy Beshear, le gouverneur du Kentucky. Je pense à, comment s'appelle-t-il, McMurphy, sauf erreur. Donc il y a un certain nombre de personnalités on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de s'organiser. Maintenant, la vraie séquence qui va commencer, ça va être les élections de mi-mandat. Et souvent, au terme des 2 premières années, les élections de mi-mandat se passent très mal pour le président en fonction. Aujourd'hui, on voit le taux de popularité de Donald Trump, donc on peut tout à fait imaginer que les électeurs se tournent à nouveau vers le Parti démocrate. On est vraiment dans un système bipartite, ce qui veut dire que quand on n'est pas content avec A, on va vers B. C'est aussi ce qui s'est passé avec Donald Trump. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus par l'offre politique de Donald Trump, mais qui ont voté pour lui pour dire leur mécontentement de Joe Biden. Ils ont voté avec les pieds. De la même manière, on peut imaginer qu'il y a un effet balancier et que ces gens-là reviennent vers le Parti démocrate pour essayer de rééquilibrer les pouvoirs. C'est tout à fait possible. Donc on aurait tort d'enterrer, et c'est aussi pour ça que je vous ai raconté toute cette histoire sur Donald Trump, tous ces moments où on a pensé qu'il était fini politiquement. On aurait tort d'enterrer le Parti démocrate. Et j'ai envie de vous dire qu'ils ont énormément de talent, énormément de candidats potentiels, et ce sera peut-être même ça le problème du Parti démocrate, c'est qu'ils risquent de s'entre-déchirer entre eux. Il y a une génération de politiciens qui va arriver vers la cinquantaine bien tapante, et ils veulent tous devenir président des États-Unis. Donc ça va vraiment poser problème aux démocrates. Ça va être intéressant, ça va être passionnant de suivre les prochaines primaires. Sur la question des contre-pouvoirs, oui, les États peuvent faire un certain nombre de choses, et je pense qu'ils vont notamment se manifester
si tous les programmes de Joe Biden venaient à être détricotés, parce que les États reçoivent énormément d'argent. Et Joe Biden avait pensé d'ailleurs ces programmes de financement en impliquant les gouverneurs républicains, en leur débloquant des fonds, et ces gens-là n'auront probablement pas envie de voir cet argent partir, de voir ces grands programmes d'investissement coupés. Donc oui, les États peuvent jouer un rôle important. Et puis, il y a cette idée de protéger, par exemple, les immigrés dans certains États. Et là, on va avoir, franchement, je n'ai pas encore la réponse, parce qu'honnêtement, on va avoir des frictions. On va avoir des frictions entre les agents fédéraux qui vont tenter d'expulser les immigrés et les États, les gouverneurs qui vont tenter de protéger les immigrés. Donc on en est encore au début. Mais oui, l'échelon des États est essentiel à suivre. Et puis, troisième point sur mon travail de journaliste, honnêtement, on suit la presse traditionnelle quotidienne, on suit les chaînes d'information en continu. Et ce que je faisais, c'est que je zappais en permanence entre Fox News, CNN et MSNBC, parce qu'en réalité, si vous voulez avoir une vision du spectre politique et des idées, vous devez passer de l'un à l'autre. Vous pouvez pas. Par exemple, je vous donne un exemple, les manifestations sur Gaza, on n'en parlait quasiment pas sur MSNBC et CNN. Il n'y avait que Fox News qui parlait des manifestations pour la cause palestinienne, alors que c'était un enjeu essentiel au printemps et que ça a coûté beaucoup de points aux démocrates, en particulier chez les jeunes. Et on voit bien qu'il y a des biais, y compris chez les médias qui sont plus proches des démocrates. Et évidemment, il y a des biais aussi du côté de Fox News. Donc, il y a une nécessité de tout suivre, y compris d'aller écouter les podcasteurs comme Joe Rogan. Il faut se multiplier les sources d'information aujourd'hui aux États-Unis, mais c'est aussi vrai en Suisse, pour avoir une vision d'ensemble des débats. Pour rebondir sur cette question des sources journalistiques, l'omniprésence en lien avec l'hyperactivité de Trump dans les médias, moi personnellement, elle m'épuise. Alors, je suis quand même ravi d'être là ce soir, mais est-ce que aussi en tant que journaliste, c'est pas des fois un petit peu compliqué à vivre, de devoir finalement le suivre et le commenter en permanence? Et puis, je me faisais la réflexion en regardant ces 100 premiers jours, et notamment en évaluant le côté un peu grotesque des prises de décision sur les tarifs, puis des retours en arrière. Et je me disais, est-ce que finalement ces 100 jours, c'est pas un immense délit d'initié? Oui. Alors d'abord, oui, c'est fatigant. C'est fatigant. C'était fatigant pendant le premier mandat de Donald Trump, où c'était Twitter qui dictait le ton. Vous vous en souvenez, Donald Trump était en permanence en train de tweeter, en plein dans la nuit. On se réveillait à 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Qu'est-ce qu'il a encore écrit? Donc oui, il y a un côté épuisant à suivre ça au quotidien. On a toujours l'impression d'être dans une lessiveuse avec Donald Trump. Mais encore une fois, c'est une stratégie. Il y a une volonté. Et donc, je pense que c'est important d'arriver à faire le tri dans ce qui se dit, dans ce qui se fait. Y compris parfois des propos qui sont très extrêmes, où on voit bien qu'il va chercher à réveiller certains instincts dans le sud des États-Unis. On voit bien. Et en même temps, ce n'est pas forcément ça sa politique. Donc en fait, même parfois le côté provocateur de Donald Trump le dessert, c'est-à-dire qu'on ne parle que de ça, mais on ne voit pas non plus certaines choses qui fait bien, ça arrive aussi, qui réussissent certaines choses. Il faut le dire, non mais c'est important. Donc il faut arriver à faire le tri et à ignorer un peu le bruit pour se concentrer sur les tendances de fond. Et c'est ça qui est très compliqué. Et en tout cas, moi, c'était un peu mon sacerdoce, je me dis, mais de se dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'on peut aller à un rallye de Donald Trump, j'ai dû aller à une quinzaine de rallyes de Donald Trump, et on pourrait prendre n'importe quelle phrase, la sortir de son contexte, et on ferait le buzz. Parce que pendant 1h30, il part en impro.
Ça va dans tous les sens, sur tous les sujets. Il parle des films qu'il a vus dans les années 70, il parle de tel républicain qui a quand même un physique très musclé, il parle de comment il a construit la patinoire à New York, enfin je veux dire, ça part dans tous les sens. Donc il faut arriver à faire le tri et c'est parfois compliqué. Maintenant sur la question du délit d'initié, évidemment les gens font de l'argent. Hein. Quand vous pouvez parier à la hausse, à la baisse en bourse, et donc oui, vous pouvez faire beaucoup d'argent en ce moment parce qu'il y a des mouvements haussiers et baissiers qui sont très importants à la bourse. Donc oui. Maintenant, est-ce que c'est du délit d'initié? Peut-être que vous faites référence à cette fameuse phrase qu'il a prononcée. Pour être tout à fait honnête, le matin même, je suis arrivé au bureau à Lausanne et j'ai dit à mes collègues, c'est le moment d'acheter. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, c'est du délit d'initié. Est-ce que derrière ça, quand il prend certaines décisions, il appelle ses copains avant? Franchement, j'en sais rien. Et voilà, on peut penser ce qu'on veut à ce propos. Mais oui, il y a des gens qui font de l'argent. Très clairement. Ils n'ont même pas forcément besoin d'être au courant des décisions qui vont se prendre. Oui. Bonsoir, merci Bonsoir. pour votre intervention. Il y aura 2 gros événements sportifs sous le mandat de Donald Trump, la Coupe du Monde de football et puis les JO de Los Angeles. Et puis on voit que J.D. Vance, l'autre jour, il a dit que les supporters ils vont venir, mais il faudra vite qu'ils repartent chez eux. L'administration Trump qui est contre les athlètes transgenres. Quelle est votre opinion sur comment ça va se passer, vous pensez, pour ces 2 événements qui vont mettre les projecteurs sur un pays qui s'isole? Comment va être le climat, vous pensez, durant ces événements? Je sais pas, Donald Trump adore le show. Donc je pense qu'il aura quand même à cœur que ça se passe bien parce que il sera mis en valeur dans ces événements. Donc Après, je crois qu'il y a une question sur la Coupe du Monde, très précisément, mais vous avez peut-être suivi ça mieux que moi, c'est que normalement, cette Coupe du Monde doit s'organiser dans 3 pays, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Et d'après ce que j'ai entendu, Donald Trump est en train de remettre un peu en question cette idée, mais corrigez-moi si je me trompe, hein, mais je crois qu'il est en train de remettre en question l'organisation générale de la Coupe du Monde dans les 3 pays, parce qu'il aimerait faire tout aux États-Unis. Mais ça vous montre aussi qu'il a un intérêt dans ces événements sportifs. C'est un homme de télévision. Il aime les projecteurs, il aime qu'on parle de lui. S'il peut arriver sur la pelouse et taper dans le ballon, il le fera. Donc, disons, c'est peut-être pas mon point d'inquiétude principal. Après, sur la question des supporters, on voit que ça commence à poser quelques problèmes de passer la douane aux États-Unis. C'était déjà pas toujours une partie de plaisir pour l'avoir fait plusieurs fois. Mais là, ça devient assez compliqué et ça commence à poser des problèmes pour le tourisme. C'est le moment d'acheter des actions, c'est peut-être le moment d'acheter des billets d'avion parce qu'il paraît que c'est assez, c'est plutôt bon marché en ce moment. Non, mais plus sérieusement, ça va poser des questions aussi pour la balance commerciale, puisqu'il y a cette obsession aujourd'hui de la balance commerciale. Si vous avez moins de tourisme, c'est pas bon pour la balance commerciale. Donc, il y a quand même un principe de réalité économique qui doit revenir. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Oui. Ah bon. Bonsoir. Bonsoir. La question que je vais poser, c'est un peu par rapport à votre exposé. D'abord l'Amérique, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire une grande rupture avec l'Occident, d'un côté à cause de cette taxation, aussi avec d'autres pays. À quoi ça l'amène cette politique? Ça ne marchait pas. Vous voulez dire par rapport à l'éloignement des États-Unis avec les autres pays? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la politique qu'il amène, c'est une politique d'isolement. Oui. C'est-à-dire avec la taxation, c'est contraire à libéralisme, contraire à cette idée de capitalisme que l'Amérique avait. Maintenant, c'est tout le monde qui paye le taxe. D'abord l'Amérique, mais l'Amérique tout seul, il ne peut pas exister.
Oui, non, mais très clairement, je pense que un des avantages que Donald Trump a dans les négociations, c'est quand même que l'Amérique, ça reste un bassin de consommateurs formidable. On est quand même sur un marché avec des gens qui consomment énormément, qui achètent énormément, et ils jouent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que les gens veulent encore avoir accès à ce marché. Maintenant, les conséquences que ça peut avoir très concrètement, et ça, franchement, encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que est-ce que ces tarifs douaniers vont rester en place? Je ne peux pas vous le dire, parce qu'on voit déjà qu'il est revenu en arrière sur le Canada, sur le Mexique. Il est en train de négocier avec un certain nombre de pays européens, notamment la Suisse. Donc, on ne sait pas. Mais à long terme, ce sont les Américains qui vont payer. Parce qu'une entreprise qui exporte aux États-Unis, elle va devoir payer les barrières douanières, et puis derrière, le produit va être plus cher. D'ailleurs, on peut même se demander si pendant le Covid, l'inflation qu'on a connue aux États-Unis, ça n'a pas été aussi en partie dû aux tarifs douaniers qui avaient été mis en place avec la Chine. Donc tout ça, et puis, un autre élément qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a une reconfiguration de la mondialisation. Par exemple, les entreprises chinoises ont énormément investi au Mexique parce qu'il y avait moins de barrières douanières entre le Mexique et les États-Unis qu'entre la Chine et les États-Unis. Donc les Chinois ont construit des usines au Mexique et ils exportent à travers le Mexique aux États-Unis. Donc en fait, vous voulez, les entreprises sont en train de naviguer dans tout ça. Je parlais avec une chef d'entreprise suisse récemment qui me disait, mais dans le fond, comment je fais ? Moi, je ne produis pas en Chine. Donc, en fait, peut-être que les barrières douanières, ça va m'aider parce que mes concurrents qui produisent du textile, on était dans le domaine du textile, qui produisent en Chine vont être taxés, mais moi pas. Donc, en fait, je vais devenir plus concurrentiel. Donc, on est dans un espèce de flou en ce moment, et je pense que c'est vraiment pas simple pour les chefs d'entreprise de s'orienter par rapport à ça, ce d'autant que les décisions sont remises en question toutes les 2 semaines. Donc je pense qu'il il faut attendre un peu que ça se tasse, de voir comment ça va se passer. Sur l'international, peut-être encore un point sur l'OTAN, parce que là, il y a quand même une question de fond qui est en train de se poser. Et jusqu'où iront les États-Unis? Est-ce que les États-Unis défendraient un membre de l'OTAN qui serait attaqué par la Russie, par exemple? La question est ouverte, elle avait été posée à Donald Trump à de multiples reprises. Vous vous rappelez de ce rallye pendant l'élection présidentielle où il disait finalement les États membres qui n'ont pas payé leur part au sein de l'OTAN, on ne les défendra pas. Et même on va inviter Poutine à les envahir. Donc, et peut-être encore une petite parenthèse par rapport à ça. Je me souviens d'avoir été dans le pays de Galles je ne sais plus en quelle année, à suivre le sommet de l'OTAN où il y avait Barack Obama à l'époque, qui disait déjà que les pays membres de l'OTAN devaient payer leurs 2% du PIB pour la défense. Donc ce discours des États-Unis par rapport aux contributions financières dans le budget de la défense des États membres de l'OTAN, ça fait longtemps qu'il est tenu, il a été tenu par des démocrates et par des républicains. Donc Donald Trump n'innove pas à ce propos. Mais la question quand même qui se pose, c'est quelle est la solidité de cette alliance à long terme? Et c'est ce que je vous disais autour de ce dessin de Chapat, dans le fond. On prétend qu'on va rendre l'Amérique plus grande. Est-ce que le fait de rendre ce partenaire peu fiable rend véritablement l'Amérique plus grande? C'est une vraie question ouverte. Et on va le voir dans les années qui viennent. Oui, je voyais qu'il y a encore une question. Oui. Attends, j'en ai 3 ici. Oui. Je vais faire plus court alors. On fait la queue. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur les contre-pouvoirs. Et je pensais à notamment 3 aspects. Les premiers, c'est les entreprises. Les entreprises notamment américaines et à travers les lobbies. Comment est-ce qu'elles s'en sortent à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles ont une influence quelconque sur Donald Trump ou pas du tout? Le deuxième aspect, c'est la rue. Est-ce que finalement, pour un citoyen quelconque, est-ce que des manifestations citoyennes peuvent avoir une quelconque influence ou finalement aucune? Et puis le troisième élément, auquel vous avez déjà légèrement touché, c'est les organisations internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'elles ont encore un rôle à jouer? Est-ce qu'elles n'en ont plus du tout? On voit que, paradoxalement, c'est la Chine qui est revenue après vers l'Organisation mondiale du commerce pour dire ce que fait Donald Trump, c'est pas juste. Est-ce qu'elles ont encore un rôle à jouer ou plus du tout? Merci.
Merci pour ces questions. Sur la question des entreprises, oui, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer de contre-pouvoir, pour autant qu'elles aient un accès direct à Donald Trump. Et c'est possible. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont le portable de Donald Trump. C'est quelqu'un qui se couche très tard, qui consulte beaucoup au téléphone. Et on sent bien qu'il a parfois des discussions avec tel ou tel chef d'entreprise. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui aime être au centre du jeu, qui aime négocier, qui aime aussi donner des passe-droits à telle ou telle entreprise. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans un lobbying organisé? Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer autour de l'industrie pharmaceutique, qui a quand même un gros lobby depuis longtemps. Ou est-ce qu'on est dans une relation directe entre le président et tel ou tel chef d'entreprise? Pour l'instant, je pense qu'on est dans une relation directe entre tel ou tel chef d'entreprise, mais les lobbies sont quand même très bien organisés à Washington, très puissants, et je pense qu'ils vont quand même revenir dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, encore une fois, je pense qu'il faut se méfier des effets d'annonce sur les entreprises pharmaceutiques. Il annonce que c'est trop cher, mais il n'y a pas encore vraiment de mesures concrètes. Et dans le fond, c'est aussi une invitation à s'asseoir à la table de négociation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut négocier? C'est son mode de fonctionnement. Sur la question de la rue, moi, je suis assez frappé par la passivité, finalement, des Américains dans cette première séquence du mandat de Donald Trump. Il y a eu un certain nombre de manifestations. J'ai parlé avec mes connaissances à Washington. Il y avait très peu de monde dans les rues. Très peu de monde dans les rues. Même à l'investiture de Donald Trump, il y avait très peu de monde dans les rues. Il y avait plus de monde pour le premier mandat. Donc on est face à une société civile, un parti démocrate qui sont véritablement KO pour le moment. Maintenant, il peut se passer quelque chose qui va embraser très rapidement le pays. Aux États-Unis, moi j'avais toujours le sentiment que le pays pouvait basculer en 24 heures. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vérifier quand on habite là-bas. Et donc, c'est pas exclu. Hein. Je veux dire, George Floyd, ça peut se produire à nouveau. Et on se rappelle quelle avait été l'attitude de Donald Trump à ce moment-là. Il avait plutôt mis de l'huile sur le feu. Et ça lui avait coûté cher. Donc, on ne peut pas l'exclure. Et à ce moment-là, la rue, probablement, sera prête à se réveiller. Mais pour l'instant, c'est assez calme. J'ai même l'impression qu'il y avait plus de mobilisation contre Joe Biden autour de la question palestinienne qu'aujourd'hui, pour dire les choses très franchement. Dernier élément, les organisations internationales, honnêtement, vous l'avez dit un peu, hein, on est en train de dérouler un tapis rouge à la Chine. Parce que ces organisations internationales, elles vont continuer à tourner d'une manière ou d'une autre, ils vont essayer de conserver des budgets, de conserver un staff, et où est-ce qu'on peut trouver des financements? Et ils iront se tourner probablement vers la Chine. Donc là, à nouveau, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une perte d'influence des États-Unis. Puis c'est quand même assez paradoxal parce que toutes ces organisations, pas toutes ces organisations internationales, mais on pense aux organisations de Bretton Woods qui ont quand même été poussées par les États-Unis. Donc on est quand même sur une architecture d'organisations internationales qui a été en grande partie mise en place sous le leadership américain et qui est aujourd'hui démantelée pièce par pièce par les États-Unis. Vers quoi ça va déboucher ? On verra. Mais en tout cas, je me souviens de mes vieux cours de sciences politiques et de relations internationales où il y avait finalement ces deux courants qui s'affrontaient en permanence entre les réalistes et les libéraux. On a bien le sentiment qu'on est en train de revenir vers les réalistes. On a bien le sentiment qu'on est en train de revenir vers le rapport de force entre les grandes puissances, pré-Yalta. Enfin, on est là-dedans. On est là-dedans aujourd'hui. Donc les organisations internationales ont quand même pris, à mon sens, durablement du plomb dans l'aile. Elles avaient déjà du mal. Je veux dire, déjà, l'OMC n'était plus en train de négocier des grands plans comme il y a 20 ans. Vous parliez de la rue. Moi, j'ai le souvenir des grandes manifestations autour de l'OMC, des altermondialistes. On n'en parle plus. On n'en parle plus tout simplement parce que le pouvoir de l'OMC s'est émoussé au fil des années. Et même la vision globale de l'OMC, du libre marché, du néolibéralisme, s'est émoussé. Et ça, c'est quand même un des grands coups de balancier de Donald Trump idéologiquement. C'est-à-dire qu'au sein du Parti républicain, qui était quand même un parti libéral, enfin un parti libéral économiquement, pas au sens américain, mais un parti libéral économiquement, il a fait ce grand coup de balancier vers le protectionnisme. Et on sent encore qu'il y a des tensions au sein du Parti républicain, qu'il y a un certain nombre de républicains qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique, mais ils n'osent plus le dire. Oui,
Bonjour, merci. J'avais une question par rapport à... J'ai vu récemment, par exemple, aux conférences de presse à la Maison-Blanche, où il y avait pas mal de questions, comme par exemple, mais comment c'est possible qu'il est tellement beau Trump, c'est quoi sa diète? Et je me demandais plutôt ça... Je suis désolé, j'ai pas compris. J'ai vu récemment qu'à la Maison-Blanche, au niveau de conférences de presse, il y a une sélection des journalistes. Oui. Et par exemple, les questions qu'ils posent à l'administration de Trump, c'est des questions un peu bizarres et fous, voilà, on va dire comme ça. Et je me demandais vraiment comment c'est possible que tous les journalistes, on va dire comme ça, ils ne s'opposent pas à toute cette nouvelle vague de... Ils ne sont pas invités. Il y a la sélection des journalistes à la Maison-Blanche. Et je vois ça, mais je ne vois pas l'autre partie des journalistes qui ils se plantent de ça, je ne sais pas comment dire, mais qui parlent de ça. Voilà. Bah, c'est clair que quand vous êtes en conférence de presse, en général, il y a quelqu'un qui va donner la parole. Et il y a en ce moment un groupe de blogueurs conservateurs qui prend de la place dans cette salle de presse, semble-t-il, avec une marginalisation de médias plus traditionnels, y compris d'agences de presse comme AP, qui jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la politique américaine. Donc oui, vous avez raison de parler de ça. Maintenant, pour vous donner une autre anecdote, je me souviens d'une conférence de presse de François Hollande, où là aussi on sentait qu'il y avait quand même des tours de parole qui étaient donnés à l'avance, que les questions étaient quasiment préparées à l'avance avec les journalistes habitués à suivre le président dans ses déplacements. Donc pareil, Barack Obama, je me souviens que en tout cas les 4-5 premiers journalistes qui posaient des questions, ça avait été prédéterminé. Donc c'est pas totalement illogique. Ce qui peut-être est plus surprenant, c'est le profil des gens qui sont mis en avant dès le départ dans ces conférences de presse. Il y a un truc un peu novlangue dans tout ça. Non, on est un peu dans un monde parallèle. Maintenant, ça fait tellement partie du circuit trumpiste que j'avoue que moi, je m'en suis pas du tout étonné. Parce que ces gens-là que je vois maintenant mis en avant dans la salle de presse de Donald Trump, de la Maison-Blanche, ce sont des gens que j'ai croisés sur le terrain pendant des années et qui, je voyais, disons, leur influence et leur matériel et leur staff grandir d'année en année. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez des petits blogueurs avec un téléphone, puis quelques années après, vous vous rendez compte que c'est devenu une petite chaîne d'information continue et puis qu'ils ont accès à tel ou tel sénateur républicain. Donc il y a vraiment eu cette volonté. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je veux dire, la création des médias conservateurs, la création de Fox News, c'est aussi toute une réaction aux médias traditionnels. C'est la compréhension du côté républicain que s'ils veulent continuer à pouvoir gouverner, ils doivent passer par d'autres canaux que par les canaux traditionnels. Oui, merci. Je voulais vous demander comment est-ce que vous voyez les attaques faites contre les universités, contre la science? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Peut-être comment c'est vécu et vu, considéré aux États-Unis? Et puis, quels sont les éventuels impacts ou conséquences ici en Europe? Merci. Alors déjà, les conséquences ici en Europe, je pense qu'on va les sentir parce qu'il y a des institutions comme le NIH qui investit assez largement dans la recherche au niveau mondial. Donc il y a des chercheurs qui sont déjà touchés en Europe, y compris en Suisse. Donc ça, c'est voilà, très, très simplement. Maintenant, sur les attaques contre les universités, c'est une des cibles principales, les universités. On l'a vu avec les manifestations sur la Palestine, mais pas que. Il y a ce sentiment chez les républicains que le wokisme a été en grande partie alimenté par ces grandes universités américaines, que les programmes d'inclusion, notamment pour les minorités, pour favoriser les minorités dans les candidatures aux plus grandes universités, tout ça a contribué à créer un climat qui dessert les intérêts des républicains, qui dessert tout simplement aussi leurs idées, leur idéologie, leurs partisans. Donc il y a vraiment là une guerre culturelle qui est menée.
Et on voit qu'il y a différentes stratégies qui sont en train de se développer entre Columbia qui essaye d'amadouer Donald Trump en muselant certains chercheurs, certains professeurs, en essayant de changer leur programme d'études, et puis Harvard qui a peut-être les reins un peu plus solides financièrement, puis qui se permet d'aller devant les tribunaux, d'attaquer en justice les décisions de Donald Trump. Je pense que ça va dépendre véritablement des finances de ces universités. Il y a des universités qui ont la possibilité de se défendre, puis d'autres qui ne le peuvent pas. Non, une anecdote que je trouvais intéressante, j'écoutais un sondeur qui est très connu aux États-Unis qui donnait ce conseil. Il disait, mais finalement, moi, quand des jeunes me demandent s'il faut aller étudier dans les grandes universités libérales, les Ivy Leagues, les Harvard, Yale et compagnie, je leur dis non, n'y allez pas, à moins que vous ayez vraiment envie d'aller dans cette université pour tel prof ou pour tel programme. Parce que, d'abord, ça va vous coûter extrêmement cher, vous allez être endetté pendant plusieurs années, et puis ensuite, il y a un certain nombre d'employeurs qui ne vont pas vous embaucher parce que vous venez de ces programmes et de ces universités-là, parce que idéologiquement, c'est devenu tellement clivant qu'ils ne vont pas vous embaucher. Ça va être un problème sur votre CV. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement, et il disait, finalement, moi je vous conseille plutôt, si vous avez dans votre État une bonne université d'État, allez plutôt dans cette université, ça coûtera moins cher, l'éducation sera de bonne qualité, et vous vous en sortirez probablement gagnant à long terme. Donc on voit bien aussi qu'il y a quand même un problème qui se pose dans ces universités, qui sont devenues aussi des machines à faire de l'argent, il faut bien le dire, et qui peut-être n'ont plus accueilli le débat comme ils le faisaient il y a quelques années. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux bords politiques? Il doit y avoir un débat d'idées, il doit y avoir des profs de tous les bords politiques, il doit y avoir des étudiants de tous les bords politiques, et on doit être d'accord de ne pas être d'accord. Et je trouve que ça peut être un problème dans ces universités-là. C'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai aussi vu dans les manifestations. Disons, puisqu'il y a des étudiants dans la salle, je vous invite, je vous appelle à continuer à débattre et à être d'accord de ne pas être d'accord. C'est essentiel. C'est ça la démocratie. En termes de politique internationale, oui. Vous avez touché un mot avant, les rapprochements qu'on a observés avec Poutine, est-ce qu'il faut les mettre plus au compte quand même de quelque chose de pensée qui était déjà présent dans son premier mandat, dans sa campagne, ou bien d'opportuniste? De l'opportunisme de Trump, oui, vis-à-vis de Poutine, oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut bien comprendre qu'au sein du Parti républicain, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs de Vladimir Poutine. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres mouvements populistes de droite. Il y a une véritable admiration pour Vladimir Poutine. Son travail sur les réseaux sociaux, dans les médias américains, a fonctionné. Chez les Trumpistes, moi j'ai croisé beaucoup de gens qui soutenaient Vladimir Poutine. Donc Donald Trump a un rapport aussi très particulier à sa base. Et ce n'est pas toujours lui qui a le pouvoir vis-à-vis de sa base. Il écoute aussi ce que sa base lui dit. Il sent les choses. Donc là, il parle aussi à sa base quand il parle de Vladimir Poutine. Après, il y a quand même cette idée qu'il y a aussi un rapport très compliqué à Volodymyr Zelensky. Il ne faut pas oublier que le premier impeachment a été déclenché à cause d'un coup de fil à Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ce moment où Donald Trump essaye d'avoir des informations sur les affaires de Hunter Biden en Ukraine, et il se demande où on en est en Ukraine sur l'enquête vis-à-vis de Hunter Biden. Donc il y a un rapport qui est très compliqué entre Zelensky et Donald Trump depuis le début. Voilà. Après, par rapport à Vladimir Poutine, on voit bien qu'on est déjà dans une forme de reculade, puisque Donald Trump pensait pouvoir arriver très rapidement à régler le problème en Ukraine. En tout cas, il en a fait une de ses promesses de campagne, et il se rend bien compte que ça va être plus compliqué que prévu. Et là, il y a quand même aussi une forme de réalisme qui, me semble-t-il, est en train de revenir. Oui, alors bonjour, merci pour votre présentation. J'avais deux petites questions. Oui.
La première, c'était qu'on voyait un peu dans votre présentation et en général qu'une des forces peut-être de Trump, c'est à la fois le discours et le style anti-élite. Et je me demandais si vous pensiez qu'une forme d'anti-élitisme de gauche, ou du moins pas d'extrême droite, pourrait aussi prendre auprès de l'électorat américain, ou pas? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que il y a évidemment la figure de Bernie Sanders, il y a Ocasio-Cortez, donc il y a un certain nombre de figures de gauche qui comptent aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, le problème que ces personnalités ont, c'est que les États-Unis sont foncièrement un pays capitaliste et que les Américains ne sont pas forcément prêts à aller vers une aventure vraiment à gauche. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Même les démocrates, franchement, quand vous discutez avec les démocrates, vous allez à la convention du Parti démocrate, il y a un côté bon chic, bon genre, quoi. On n'est pas sur les barricades, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je ne sais pas. Après, on ne peut pas exclure qu'il y ait une forme de mélange des genres, comme on l'a eu avec Donald Trump, puisque finalement, Donald Trump, on a un discours de droite sur la question de la sécurité, sur l'immigration, sur l'entrepreneuriat, mais on a aussi des éléments qu'on pourrait qualifier presque de gauche sur le protectionnisme, sur la réindustrialisation, etc. etc. Donc en fait, on ne peut pas exclure que du côté démocrate, il y ait une figure comme ça qui émerge, qui arrive à reprendre des éléments de libéralisme économique et un discours de gauche. Il y a eu des tentatives... je pense à Andrew Yang, par exemple, dans les primaires. Mais est-ce qu'une Ocasio-Cortez arriverait? Elle arriverait peut-être à gagner les primaires. Ça me semble peu probable, mais elle arriverait peut-être à gagner les primaires. Mais après, dans une élection générale, personnellement, j'y crois pas vraiment. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous pensez que l'élection de Trump pourrait accélérer les montées d'extrême droite dans d'autres pays comme en Europe ou pas vraiment? Oui et non, parce qu'on voit qu'il y a aussi une réaction. On voit que les gens votent dans un certain nombre d'élections en réaction. On l'a vu au Canada, par exemple, en réaction à Donald Trump. Donc ça peut avoir l'effet inverse de ce que vous évoquez. Donc c'est pas mécanique, mais par contre, je pense que Donald Trump donne une feuille de route. Il montre un peu la voie. Il donne à voir une manière de faire de la politique, une manière de gagner des élections. Et donc je pense que ce modèle, et on l'avait vu avec Éric Zemmour en France, il y a des tentatives de répliquer ça. Maintenant, et encore une fois, l'exemple d'Éric Zemmour en France est peut-être intéressant à cet égard, les électorats ne sont pas les mêmes. La manière de s'informer n'est pas la même, le fond politique, le background n'est pas le même. Donc je ne suis pas sûr que la recette de Donald Trump peut être répliquée à l'identique ailleurs. Oui, alors moi je m'excuse, j'ai la tâche ingrate d'être le maître de l'horloge aussi, bah oui. Donc 19h30. Donc on peut continuer encore 5 minutes. Après, vous le savez peut-être ou pas, sinon je vous l'apprends. Il y a une partie apéro après dans laquelle on vous invite pour éventuellement prolonger les débats. Moi je vais encore prendre 2 questions de 2 personnes qui sont annoncées, le monsieur en vert, le monsieur en blanc et Caroline a quelqu'un au fond. Et après on sera obligé de terminer. Mais comme je vous le dis, vous êtes toutes et tous invités à l'apéro tout à l'heure. Oui, bonsoir et merci. Alors, moi j'avais un... Très bonne question. Très bonne question. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur Elon Musk.
Je pense qu'il y a d'autres figures qui sont très importantes, comme Peter Thiel, par exemple, qui a joué en coulisses un rôle extrêmement important dans l'ascension de Ron DeSantis, dans l'ascension de J.D. Vance et dans la campagne de Donald Trump. Aussi, idéologiquement, en travaillant la Silicon Valley, et on a vu effectivement... finalement, la Silicon Valley a pendant des années soutenu les démocrates. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. D'où est-ce que ça vient? Alors, arrêtons-nous peut-être un instant sur Elon Musk. Elon Musk a été très déçu par la politique de Joe Biden sur la voiture électrique. Il y a eu un événement à la Maison-Blanche où il a invité les 3 grands constructeurs américains. Il n'a pas invité le patron de Tesla pour un événement sur la voiture électrique. Donc il y a eu le sentiment chez Elon Musk, quelque part, d'avoir été trahi par les démocrates. Et chez les patrons des GAFA, il y a aussi le sentiment quand même que les démocrates n'ont pas suffisamment défendu la Silicon Valley face à la concurrence chinoise. Donc, il y a une forme de pragmatisme chez ces gens-là. Il y a des intérêts financiers immenses qui sont en jeu. Et je pense que s'ils se tournent vers Donald Trump, d'abord, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se le mettre à dos. Et ensuite, parce qu'ils ont le sentiment qu'il peut les défendre davantage que les démocrates dans cette phase de la compétition commerciale avec la Chine. Et j'étais assez frappé, par exemple, par l'interview de Mark Zuckerberg où il prônait le masculinisme et que sais-je, qui s'est quand même très éloigné de l'image que Mark Zuckerberg a donnée pendant des années. Et on voit bien qu'il y a une forme de pragmatisme. Surfer sur la vague, être dans les bons papiers de Donald Trump, parce que c'est aussi comme ça que ça se joue. Ils étaient tous là en rang pour l'investiture de Donald Trump. Il y a vraiment un revirement, mais qui est, encore une fois, très pragmatique de la part de la Silicon Valley. Ouais. Quand on regarde des cas comme... quand on regarde des cas qui sont où l'administration Trump, maintenant, elle est taxée d'anticonstitutionnelle parfois. Si on regarde des cas précis comme les déportations qui se font sans processus de déportation, le cas de Kilmar Abrego Garcia par exemple, ou alors des discussions sur la loi martiale ou bien sur l'habeas corpus, etc. Est-ce que c'est des choses actuellement qui peuvent mettre en danger la présidence de Donald Trump, soit dans les canaux officiels comme par des procédures d'impeachment et autres, soit par des canaux moins officiels qui pourraient pousser à une résistance de la population contre le gouvernement, comme c'est mentionné, sauf erreur dans la Constitution, qu'à partir du moment où le gouvernement ne sert plus les intérêts de la population, elle est en guillemets encouragée à remettre en cause le gouvernement. Est-ce que c'est des trucs qui pourraient se produire? Je ne pense pas. Je pense que vous soulevez un point très important, c'est-à-dire le respect du droit. Et on voit même un certain nombre de républicains. Je voyais un focus group récemment du New York Times où ils ont interrogé des gens qui avaient voté pour la première fois pour Donald Trump. Et il y en avait un certain nombre qui prenaient leur distance avec Donald Trump précisément sur la manière, pas tellement le fait d'expulser des immigrés illégaux, mais la manière de les expulser, c'est-à-dire le non-respect de la procédure juridique élémentaire. Et là, oui, il y a un certain nombre de personnes qui s'en inquiètent, qui s'en émeuvent. Est-ce que ça peut avoir un impact sur un éventuel impeachment? Je ne pense pas. Il y a eu 2 tentatives d'impeachment contre Donald Trump. Deux fois, il y a eu impeachment. 2 fois. Mais pour faire un impeachment, il ne suffit pas d'avoir la majorité à la Chambre des représentants, ce que les démocrates n'ont pas. Ils n'ont pas la majorité à la Chambre des représentants. Il faut encore aller au Sénat. Et au Sénat, il faut plus que la majorité pour condamner et pour démettre de ses fonctions un président. Donc on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y aura pas en tout cas, dans la configuration actuelle du Congrès, on peut en reparler dans 1 an et demi, après les élections de mi-mandat, hein, tout peut changer. Mais dans la configuration actuelle du Congrès, c'est exclu. Merci pour votre présentation. Alors, quand on voit les 100 premiers jours, c'est évident que les 3 années et demie qui vont suivre vont être absolument abominables pour les groupes marginalisés, pour les personnes racisées, pour les femmes, pour les immigrés, pour les personnes pauvres. Enfin, la liste est très longue. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais vous avez donc oui,
vous avez aussi dit pendant votre présentation, à juste titre, que en fait, les démocrates aimaient assez bien reprendre des politiques des républicains. Vous avez nommé Obama qui a bien concentré le pouvoir exécutif, il a repris ça de l'administration Bush et Cheney, de Biden qui a repris les tarifs sur la Chine de Trump, et d'ailleurs les républicains ont poursuivi en termes de politique internationale avec le même enthousiasme que les démocrates, ils ont poursuivi le génocide à Gaza, le nettoyage ethnique de la Palestine, etc. Donc en fait il y a quand même des vases communicants très forts entre les administrations de ces deux pays. Alors moi la question que je pose, donc là vous avez derrière vous 1361 jours avant la fin, mais en fait est-ce que le prochain président, pour autant que ce soit un démocrate ou une démocrate, va prendre son stylo, et puis est-ce que cette personne va biffer absolument tout ce que Trump aura fait par ordre exécutif, ou est-ce que ces gens vont dire finalement ces processus expéditifs sur l'immigration ils sont pas si mal, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même des élus démocrates qui se vantent que sous Biden ils déportaient plus que sous Obama ils déportaient plus que sous Trump 1, etc. Donc est-ce que vraiment ils vont pas s'accommoder, se dire tant mieux, c'est pas nous qui avons eu à faire ce boulot finalement, mais beaucoup de ces mesures c'est pas si bien. Là, comment seront en fait les 100 premiers jours selon vous d'un éventuel président démocrate? Alors, je ne me lancerai pas sur les 100 premiers jours d'un prochain président démocrate, mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a une redéfinition du paradigme, il y a un changement complet du logiciel politique, parce que ça va être long, 4 ans de Donald Trump. Et en réalité, je vous parlais de 10 ans de Trumpisme, parce que j'ai personnellement le sentiment que même pendant les années Biden, on était encore quelque part dans le Trumpisme, on était encore en réaction par rapport au Trumpisme, et il n'avait jamais vraiment disparu du paysage politique. Et je pense que vous avez tout à fait raison de parler de l'immigration. Je pense que les démocrates garderont un certain nombre de politiques mises en place par Donald Trump sur la question de l'immigration, parce que ça fait consensus auprès d'une grande partie de la population. Il faut dire qu'il y a quand même eu des millions d'immigrés illégaux qui ont passé la frontière mexicaine pendant le mandat de Joe Biden, et qu'il y a eu plusieurs tentatives de régler le problème qui n'aboutissaient pas, jusqu'à la toute fin, en réalité, du mandat de Joe Biden, où finalement on voyait la courbe redescendre. Mais je crois que là, il va y avoir une redéfinition du logiciel sur cette question migratoire. Et je pense qu'effectivement, les démocrates iront dans cette direction, tout comme ils ont été dans cette direction sur les tarifs vis-à-vis de la Chine. Et Donald Trump, oui, est en train de changer le paysage politique durablement sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Là, il est évidemment trop tôt pour le dire, mais je pense que sur les tarifs, sur l'immigration, il y a des choses qui vont rester. Vous vouliez réagir? Non, merci beaucoup. Parfait, merci. Je sais pas, ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bon, juste, donc, moi je sacrifie volontiers le mot de la fin que j'avais préparé par... je te poserai une dernière question qui te permettra, toi, finalement, peut-être de nous faire un peu la synthèse et puis de peut-être clore cette assemblée. Donc, moi, je te remercie ainsi au nom des présents du réseau et de la faculté. Ça a été dit plusieurs fois, tu l'as dit, ça fatigue. Hein, on en entend beaucoup parler, il est très présent dans les débats partout. On a vu aussi ces dernières semaines que c'est très présent dans le débat chez nous aussi en Suisse, hein, donc en Europe. On voit que les petites et moyennes entreprises aussi sont très touchées par ces va-et-vient, ces décrets, ces changements. Qu'en est-il de l'autre côté? Quelle est la place de la Suisse ou de l'Europe dans le débat ou dans les prises de position quand on parle de l'Europe? Parce qu'on est conscient de cet américano-centrisme quelque part. Mais voilà, j'ai l'impression que lui est très présent chez nous, mais qu'en est-il là-bas? Alors la Suisse est totalement absente, pour répondre très franchement. Voilà, ça c'est dit. À part quand il vient à Davos. Non, je pense pas que d'une manière générale, si vous voulez, l'international a été assez présent dans la dernière élection présidentielle, plus que dans d'autres cycles politiques. Il me semble que ça a été assez important dans cette élection. Mais on est quand même toujours à travers le prisme des intérêts américains. Et puis d'une certaine manière, c'est assez normal. De la même façon, les Suisses regardent le monde aussi à travers le prisme des intérêts suisses. Notre relation à l'Europe, notre relation aux États-Unis, notre relation à l'Asie, on a aussi nos lunettes suisses quand on parle de l'international. Donc, il parle de l'Europe. En ce moment, l'Union européenne prend cher, avec cette impression que c'est un complot anti-américain. Bon.
La Suisse, peut-être que s'il y a un accord de libre-échange qui est négocié et qui est conclu avec la Suisse, comme on en parle depuis très longtemps maintenant, eh bien peut-être qu'on parlera pendant 2 jours de la Suisse à Washington, c'est pas exclu. C'est assez compliqué, hein. Il faut d'une certaine manière, pour exister, être le plus proche possible du prince. Donc voilà. On verra comment nos diplomates s'en sortent. Parfait. Bonne chance. Merci. Et donc maintenant, place à l'apéritif.